Les deux défis majeurs de l'Union européenne pour les années qui viennent sont l'un, la question de l'appropriation de la citoyenneté européenne par les citoyens, voire une autre vidéo sur laquelle on a pu travailler, et l'autre, le défi externe, autrement dit celui de la compétitivité de l'Union européenne dans le monde. Comment l'Union européenne peut-elle espérer garder, si ce n'est sa première place, ne répond pas, une place au sein du commerce mondial, alors que la globalisation change la donne. J'évoquerai avec vous une question institutionnelle, la manière dont l'Europe, ces derniers temps, change d'attitude dans les négociations à l'OMC et bilatérales. Et puis j'évoquerai, si vous le voulez bien, deux, trois enjeux qui me paraissent extrêmement importants autour du concept de réciprocité, qui devrait, après mon exposé, vous en dire davantage. L'Union européenne est par essence un marché ouvert. C'est dans notre philosophie et c'est très bien comme ça, puisqu'on a à la fois besoin d'importer, notamment des matières premières que nous n'avons pas, CF Énergie, problème Ukraine, etc., etc., mais aussi d'exporter, et ça n'est pas à vous que je vais expliquer qu'en ce moment, le peu de croissance qui demeure dans l'Union européenne est tiré par nos exportations et notre capacité à développer de nouveaux marchés. Donc il n'est pas question, quand on parle de commerce international et de positionnement de l'Union européenne, d'évoquer cette question en termes de protectionnisme, néoprotectionnisme, on ferme les marchés. Ceux qui font ça n'ont juste rien compris. En revanche, on peut acter, et c'est assez tardivement que la Commission européenne qui a l'initiative sur cette question, qu'il faut sans doute aborder les choses d'une manière un peu différente. Je m'explique. Pendant des dizaines d'années, l'Union européenne, à l'OMC dans le cadre multilatéral, et incidemment à échelle bilatérale, a toujours porté cette approche de marché ouvert en considérant qu'en montrant l'exemple, les autres pays, les autres contrées, les États tiers, les autres régions, allaient également être persuadés que s'ouvrir était une clé de la croissance. Et incidemment, même si ça n'est pas tout à fait le sujet, pour moi ça a un lien, s'ouvrir, c'est aussi s'ouvrir à d'autres idées, c'est aussi ouvrir à la démocratie, donc ça correspond à notre philosophie, à notre ADN européen. Il est clair que ces dernières années, avec d'une part la montée des émergents et plus récemment la crise qui nous a frappé de plein fouet et qui est loin d'être terminée en Europe, l'Europe a dû reconsidérer sa position. Il ne s'agit pas, une fois de plus, de fermer nos frontières. C'est absurde, infaisable, mortifère. Il s'agit sans doute d'être un petit peu plus pragmatique, un petit peu plus réaliste, et tout en continuant à rester ouvert, d'avoir les moyens, allez, on va utiliser le mot des armes, mais juridiques, pour négocier nos intérêts, parce que nous avons des intérêts à porter en tant que puissance exportatrice et en tant que puissance importatrice, à l'égard des géants comme la Chine, comme l'Inde, comme le Japon, comme les États-Unis, comme le Canada, à l'égard de zones géographiques comme l'ASEAN ou le Mercosur. Ça passe par quoi? Ça passe par deux phases de repositionnement. L'Union européenne reste engagée sur l'OMC. La dynamique multilatérale est plus que jamais importante. Il est vital qu'il y ait une gouvernance mondiale au niveau du commerce et qu'il y ait un certain nombre de normes qui soient applicables à l'ensemble des États membres de l'OMC. Mais, après Cancun, Doha, etc., on ne peut pas rêver. On sait très bien que cette dynamique est quand même très complexe, que plus on est nombreux, moins on est d'accord, puisque la particularité de l'OMC, c'est qu'un État égale une voix. Et que le leader bienvenu pendant de grandes années, qui a fait qu'on ne se posait pas de questions entre les États-Unis et l'Europe, et puis le reste du monde, il se débrouille, c'est terminé. À l'OMC, on est challengé de manière parfois très efficace, parce qu'ils ont appris les règles aussi, par la Chine, le Brésil. Donc, on reste positionné à l'OMC
mais on redéveloppe, alors qu'on l'avait vraiment laissé de côté, depuis très récemment, je dirais 2010, à peine 4 ans, on redéveloppe une dynamique bilatérale. On a commencé sur des petits États, avec des enjeux importants, la Corée, le Pérou et la Colombie. On travaille avec le Maroc. Ça a plutôt bien fonctionné. On s'est attaqué au Canada. Ça a bien marché. Et maintenant, les enjeux, c'est l'Ouest avec le TTIP et l'Asie avec un accord sur les investissements en Chine. Et puis en passant des repositionnements stratégiques sur la zone Asie en jouant Japon contre Chine ou Chine contre Japon, en utilisant des considérations qui n'ont rien à voir avec le commerce mais qui sont géostratégiques et qui font que ces pays ont intérêt à acter des accords commerciaux bilatéraux dits de seconde génération. De quoi je parle? Les accords de seconde génération, c'est des accords de commerce qui n'adressent pas seulement la question basique des tarifs, des droits de douane. C'est plus ça le sujet. On met les droits de douane, ok, c'est le premier chapitre dans un accord. Tout le reste, et qui est beaucoup plus compliqué, c'est droit de propriété intellectuelle, protection contre la contrefaçon, capacité à investir librement sans entrave, normes sociales, sociétales, environnementales, protection des consommateurs, marché public, la question de l'ouverture des marchés publics internationaux, protection des données personnelles, comment faire en sorte que nos normes soient protégées. À l'heure actuelle, dans tous les traités que j'évoque, qui sont en négociation au Japon, aux États-Unis, on va prendre cela, toutes ces questions-là sont traitées, ce qui fait que très vite fait, un traité, ça doit faire à peu près 400 pages. Et c'est négocié ligne à ligne, ligne à ligne. Autour de quoi? Autour du concept de réciprocité. C'était un gros mot il y a quelques années. Je suis bien contente pour avoir fait un petit peu de lobbying pro bono sur ce sujet-là à Bruxelles, que ça soit définitivement intégré dans les textes européens, définitivement acté, que oui, l'Europe a des intérêts à défendre, et elle le fait avec ce concept de réciprocité. Qu'est-ce que c'est que ce concept? C'est tout simplement l'idée qu'on a des avantages réciproques ou des avantages mutuels à se concéder. Quand le Japon a du mal à accepter que ce pays ne doit pas envahir l'Europe avec ses voitures parce que c'est un marché intéressant pour eux, eh bien nous leur répondons, vous comprenez qu'on va ouvrir, mais d'une manière limitée, avec des accords d'autolimitation, parce que, en échange, vous pourrez exporter dans d'autres domaines où ça ne nous pose pas de problème. Il faut travailler sur la complémentarité des capacités à exporter. On prend le meilleur de chacun et on s'entend. Et puis, on pose des lignes rouges. Il faut que l'Europe soit capable de dire, au-delà de ça, je n'accepte pas de négocier votre accord. Si j'ai pris l'exemple du Japon, c'est que pour la première fois dans toute l'histoire de l'Union européenne, les négociateurs de l'accord du Japon ont décrété, il y a quelque temps, que si les négociations n'avançaient pas, on arrêterait l'accord et on ne signerait rien. Autrement dit, on y va de manière un petit peu plus musclée et on a peut-être une chance de réintégrer les aspects les plus offensifs et les plus vitaux en termes de commerce international. La plupart du temps, ces accords intègrent aussi des problématiques de politique, de démocratie, de droits de l'homme, d'accords en développement. Donc ce sont des accords globaux. Ainsi, vous l'aurez compris, le défi de la compétitivité internationale de l'Union européenne est juste vital et se joue maintenant. On a déjà pris beaucoup de retard, on a redressé la barre avec le concept de réciprocité, une vraie nouvelle dynamique bilatérale, un positionnement un peu plus offensif à l'OMC. Reste que, même si nous négocions autrement nos accords, même si nous ouvrons des brèches dans le commerce international pour insuffler une nouvelle dynamique, ça ne règle pas le problème de la compétitivité interne de l'Union européenne. Parce que si on a juridiquement la capacité à exporter des biens et des services, il faut avant tout se poser la question de la compétitivité de nos biens et de nos services.
Et sur cette question, très vite, je pense que la France doit être interpellée. Absence de politique industrielle, R&D totalement émiettée, fuite des cerveaux. Il y a un gros travail pour reconstruire la compétitivité de nos produits et de nos services au niveau de la France. Regardez l'Allemagne qui arrive à exporter avec l'euro, tandis que nous ne sommes pas capables de le faire. C'est un problème identifié il y a plus de 10 ou 15 ans de stratégie industrielle manquante. Et donc je pense que compétitivité internationale grâce aux droits de l'Union européenne va de pair avec les interpellations au niveau de l'Union européenne sur la R&D et les grandes stratégies industrielles et au niveau français sur les efforts qu'il faut faire pour créer des nouvelles filières d'avenir.